Nathalie Herchin-Audebourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la coordination de la France Insoumise en Sarthe et une des porte-paroles du mouvement. Merci de répondre aux questions de RCF Sarthe. Je vous remercie de m'avoir invité. Première partie de cette interview, la réforme des retraites qui repousse l'âge de départ de la retraite de 62 à 64 ans. Petit rappel rapide, la loi est adoptée en mars, elle a été promulguée en avril. Les 2 premiers décrets d'application ont été publiés dimanche dernier au journal officiel, notamment celui qui repousse progressivement l'âge légal de départ à la retraite. Cette semaine, donc, journée de mobilisation au niveau national. Environ 2000 personnes ont défilé donc ce mardi au Mans. On est loin de l'affluence du début du mouvement. Ça fait déjà 1 mois qu'il n'y avait pas eu d'autres journées. Est-ce que ça ressemble pas, excusez la provocation, à un baroud d'honneur ? Alors non, moi je dirais pas ça. Je dirais qu'en effet, vous l'avez dit, il y a 1 mois qui se sont passés, donc en effet les choses se sont installées dans les esprits. Et puis il y a cette promulgation qui a eu lieu. Les gens qui sont pas très politisés sont peut-être pas très au fait qu'il y a une nouvelle chance avec cette loi Lyotte-Nupes qui va donc être présentée jeudi à l'Assemblée nationale. Je pense que pour certains, oui, c'est peut-être déjà plié, mais je peux vous dire que pour plein d'autres, ça ne l'est pas. Et on peut constater que quand on interroge les Français, quand vos collègues le font, il y a toujours autant de personnes qui sont contre ces lois. Et rappelons-le, plus de 90% des actifs quand même. Est-ce qu'on sent pas une différence de public dans les manifestations ? Peut-être que là, ça se resserre sur les militants, alors qu'au mois de janvier, c'était beaucoup plus large. Oui, je pense parce que ça coûte cher d'être en grève. Il faut il y a des personnes avec le coût de la vie là déjà qui souffraient pas mal et là c'est un effort supplémentaire d'être en grève. Donc peut-être que oui, ce sont les plus militants, les acharnés, les habitués qui sont là, les plus politisés, je dirais, mais ça n'enlève rien au fait que les gens sont quand même mobilisés et attendent qu'il se passe quelque chose, quoi, que le gouvernement les écoute enfin. Mais le fait qu'il y ait moins de personnes dans la rue, ça minimise les chances. C'est quoi la dernière chance ? La proposition de loi Lyotte que vous avez citée, qui est examinée ce vendredi ? Je pense pas jeudi, pardon. Je pense pas que ça minimise les chances parce que oui, en effet, il y a cette proposition de loi qui donc est là pour proposer l'abrogation donc de la loi qui fait passer l'âge de la retraite à 64 ans. Cette proposition, elle a déjà été débattue en commission des affaires sociales et on a vu comment les macronistes pouvaient être jusqu'au boutiste dans le manque de démocratie, refusant la présidente de la commission, refusant elle-même toute seule les sous-amendements qui ont été proposés. Donc là, cette loi va être proposée. L'article 1 a été qui justement abrogeait cette retraite à 64 ans. L'article 1 a été enlevé de la loi par la commission des affaires sociales. Donc la nouvelle loi qui va être proposée va proposer un autre article remplaçant celui-ci pour abroger donc la retraite à 64 ans. Et il faut continuer selon vous le mouvement dans la rue ? Oui, il faut toujours, de toute façon, même quand on a une majorité, c'est important que la population soit derrière les porteurs de lois, soit derrière ceux qui se battent contre certaines lois. C'est important, c'est pour la population que les lois sont faites. C'est eux qui doivent ensuite appliquer cette loi et en être les victimes ou alors les vainqueurs. Donc oui, c'est très important que les parlementaires sentent qu'il y a toujours du monde derrière eux dans la population, oui. Vous qui êtes une des porte-paroles de la NUPES, comment vous avez vécu tout ce qui a été fait à l'Assemblée et est-ce que l'on peut quand même apparenter à de l'obstruction parlementaire de la part de votre parti ? Vous voulez parler de l'article 7 qui n'a pas été débattu. Tout à fait. Bon, c'est pas que la faute de la LFI, il y a aussi un délai qui a été raccourci, on va pas non plus mettre... Oui, tout à fait, par l'article 47.1 qui a été d'emblée dégainé par le gouvernement et qui limitait à 50 jours les débats. La multiplicité des amendements, ça a fait parler à l'intérieur même de la NUPES d'ailleurs. Oui, tout à fait, mais je dirais que de toute façon, nous pensons vraiment qu'il y avait tellement de choses à débattre
même si on avait enlevé tous ces amendements, que les 50 jours ne nous permettaient pas de débattre sereinement de l'article 7. Il aurait fallu passer tous les articles vite fait, bien fait. Et donc, cet article 7 méritait mieux qu'un petit débat avec un vote derrière. Mais est-ce que pas de débat du tout, c'est pas encore plus contre-productif ? Eh bien, un débat qui ne permet pas à l'opposition de pouvoir donner tous ses arguments et de pouvoir espérer un vote contre cette loi n'est pas un vrai débat, à mon avis. Donc, voilà, nous préférions que ça se passe comme ça et mettre en avant le Sénat qui devait aussi voter, mais qui en a été empêché par l'article 44.1. Bon. Mais vous comprenez qu'à l'intérieur de la gauche, notamment chez les élus des parlementaires écologistes, socialistes, ça fasse grincer des dents, tous ces nombreux amendements, que c'est mis un petit coup de canif dans la coalition, dans l'intergroupe qu'est la NUPES. Oui, nous avons des différences, c'est vrai. Nous avons mais il n'y a pas eu. Comme vous dites, ça a peut-être fait un peu grincer des dents, mais ça ne remet pas en question du tout la NUPES. Ce sont des petits désaccords par rapport à tout ce programme que nous avons en commun. Et donc, voilà, au bout du compte, nous, ce que nous voyons, c'est que ça a permis finalement, le temps passant, de faire en sorte que les parlementaires, y compris les parlementaires de la majorité présidentielle, pour certains, se rendent compte que ça n'était pas une bonne loi. D'ailleurs, on voit bien, le groupe Lyot propose cette loi le 8, mais aussi certains députés macronistes qui subissent des pressions très fortes parce que eux aimeraient voter maintenant contre cette loi. Peut-être qu'ils auraient voté pour à l'époque. Vous avez des exemples là de députés qui reçoivent des pressions ? Non, j'ai pas d'exemple en tête. Mais bon, on le sait par nos députés, on le sait par les journaux, c'est vérifié. Il y a eu des pressions énormes, comme quoi ces personnes ne pourraient plus faire partie du groupe Renaissance. Donc, et puis chez LR aussi. LR a quand même un rôle à jouer, c'est pas paradoxal pour vous d'ailleurs, qui êtes militante LFI, qui êtes porte-parole LFI, d'être un petit peu, on va pas dire suspendu au vote des LR, mais ils ont quand même un rôle à jouer dans cette réforme. Depuis le début d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils ont ce rôle à jouer parce que nous ne sommes pas majoritaires, la NUPES, par rapport à tout le reste. C'est certain. Mais il peut quelquefois arriver que des groupes qui n'ont rien en commun puissent avoir quelques affinités. Petites affinités. Alors, on n'est pas forcément contre la loi pour les mêmes raisons. Donc, il se trouve que certains vont voter pour la loi Lyot, mais pas forcément pour les mêmes raisons que nous. Et Lyot a aussi des différences avec la NUPES. Il se trouve que Charles de Courson a longtemps été pour un report de l'âge de la retraite à 65 ans. Oui, c'est vrai. Et malgré tout, voilà, il y a cette loi qui arrive et qui pourrait faire qu'on garde la retraite à 62 ans. Puisqu'on parle justement du travail parlementaire, on parlait de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, leader historique de la France insoumise, a jugé dimanche que des listes séparées de gauche aux élections européennes, ça acterait la fin de la NUPES. Bon, c'est une option qui semble se dessiner. Comment vous voyez la suite de cet intergroupe en fait ? Comment vous voyez la suite de la NUPES pour les prochaines élections européennes ? D'abord pour les élections européennes, rien n'est fait encore. Je pense que il faut attendre de voir et de voir aussi si jamais il n'y avait pas de liste NUPES. Je pense qu'il faudra d'abord attendre les résultats des élections européennes pour en tirer les conséquences et pour que chaque parti ou chaque coalition en tire les conséquences. Jusque-là, ça serait parler dans le vide.
Je suis comme vous, j'attends de voir ce que ça va donner et les débats et les discussions reprendront après. Une partie intégrante, une partie majeure de la NUPES, c'est le Parti socialiste d'Olivier Faure. Bon, même s'il y a un petit vent de fronde qui souffle, notamment, on pense du côté de la région Occitanie. Mais ici, en Sarthe, c'est très spécial parce que le maire du Mans, Stéphane Le Foch, depuis le début, il est contre cette alliance. Comment vous, en tant que militante de gauche, en tant que porte-parole de l'LFI, vous vivez au quotidien quand vous voyez vos parlementaires, quand vous voyez d'autres militants de gauche, quand vous allez dans les grèves, par exemple? Alors, dans les grèves, dans les manifestations, on est tranquille, on les voit pas. Pourtant, il y a eu notamment Thierry Kozik, PS, qui a manifesté au début. Enfin, il y a eu le PS était présent. Oui, ils sont montrés très très vite, quoi. Hein. Mais on les entend pas beaucoup sur l'âge de la retraite. D'ailleurs, n'oublions pas que c'est quand même le gouvernement dans lequel était Monsieur Le Foll avec Marisol Touraine qui a ramené, enfin disons, par un petit mécanisme l'âge de la retraite à 43 ans, puisque les 43 annuités, c'était Marisol Touraine. Après, partir à 42 ans, de partir à 62 ans avec 43 annuités, ça, pour beaucoup, c'était travailler plus longtemps, c'était travailler un an de plus, parce que sinon, il subissait une décote, puisque jamais le gouvernement de Monsieur Le Foll n'a parlé d'enlever la décote. Dont était membre Monsieur Le Foll, c'était pas son gouvernement. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Il était membre du gouvernement. Et porte-parole à un moment donné. Et porte-parole de... Oui, exactement. Puisqu'on parle justement toujours de l'Alliance de la gauche, j'ai cité Jean-Luc Mélenchon, il a fait en un tweet un pas vers une candidature de François Ruffin au présidentiel en 2027. Vous en pensez quoi ? De la candidature éventuelle de François Ruffin ? Tout à fait, oui. Ben écoutez, on verra parce que tout ça, c'est l'éventualité. Je pense que dans la France insoumise, il y a pas mal de personnes qui pourraient être candidats, qui sont présidentiables, comme on dit, qui ont la stature pour. Donc, je ne vais pas maintenant, c'est dire l'avis que j'ai là-dessus. Vous n'avez pas une petite préférence à titre personnel ? Écoutez, j'aime beaucoup Clémentine Autain, j'aime beaucoup François Ruffin, j'aime aussi beaucoup Alexis Corbière ou Éric Coquerel. Donc voilà, on parle beaucoup de François Ruffin, mais on parle aussi un petit peu de Clémentine Autain et je pense qu'on a encore du temps, mais il va y en avoir d'autres. Vous craignez pas une lutte des égos ? Parce que c'est un parti quand même qui a connu des crises cet hiver avec la mise à l'écart de certaines personnes, notamment Clémentine Autain, Alexis Corbière. Est-ce que vous craignez pas une explosion du parti ? Non. Pas du tout ? Non, parce que malgré tout, je veux dire, c'est ça aussi qui fait. Je pense qu'il y a quand même moyen de pouvoir s'exprimer dans ce mouvement, même si en effet il y a eu des tensions. Le groupe est toujours là, le groupe est soudé, le groupe des parlementaires. Donc, une guerre des égos, c'est un terme que j'aime pas, égo. Pourquoi ? Parce que dès que quelqu'un se met en avant, on parle d'égo. Non, je pense que la personne qui se met en avant, c'est parce qu'elle pense pouvoir porter un programme, notre programme, l'avenir en commun. De toute façon, la personne qui se présentera pour LFI ou pour la NUPES, elle portera ce programme ou alors celui de la NUPES qui est une grosse partie de l'avenir en commun. Donc, il faut attendre de voir. C'est bien, moi, je trouve, de voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont potentiellement présidentiables ou qui sont volontaires pour porter notre combat et notre programme. On va peut-être parler maintenant, si vous voulez bien, Nathalie Archin-Hautebourg, de projets un peu plus locaux, un peu plus peut-être concernants, même si ça concerne évidemment tout le monde, hein, les élections, la réforme des retraites. Un projet qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, c'est celui d'un hangar industriel de 18 000 canards à Trangé. Élise Boucher, entre autres députée LFI, était présente au rassemblement contre ce projet il y a quelques jours. Est-ce que votre parti donc s'y oppose ? Ah oui. Nous, on est tout à fait
contre, en tout cas dans l'état actuel des choses, contre cet entrepôt à Trangé et contre la ferme industrielle là, des 18 000 canards. Quand vous dites contre cette forme, ça veut dire qu'on peut modifier des choses ? Il faut au moins en reparler, en redébattre. C'est pour ça qu'il y a l'association, par exemple, qui s'est formée contre l'entrepôt à Trangé, porte un recours contentieux contre l'arrêté préfectoral qui a donné l'autorisation. Il faut absolument. Il n'y a pas eu de concertation. Tout va très très vite. Il faut savoir quand même que cet entrepôt, il est sur un terrain agricole de 8 hectares et lui-même va prendre 3 hectares 5 sur ces 8 hectares. C'est un bâtiment de 4 étages. C'est un bâtiment qui est destiné à entreposer des matériaux combustibles. Bon, c'est quand même. On peut se poser des questions quant à la sécurité de la population. En ce qui concerne, puis c'est dévastateur sur l'environnement. Nous, on se bat contre l'artificialisation des sols, la transition écologique, le climat, tout ce qui se passe actuellement, c'est primordial, c'est la priorité. Le gouvernement dit que c'est une priorité. Tout le monde a l'air de s'accorder pour ça et en fait non. On continue à mettre du béton partout, à provoquer des inondations, à provoquer de la pollution, à provoquer une perte de la biodiversité. C'est catastrophique, quoi. Les habitats naturels vont être détruits. Donc nous sommes absolument contre ça. Il y a aussi les terres agricoles, quoi, toutes ces terres agricoles qu'on ne pourra plus cultiver et qui vont être imperméabilisées. Dans un monde où actuellement on sait qu'il y aura de plus en plus de sécheresse et donc de plus en plus de pluies diluviennes, c'est un non-sens. Et puis concernant l'entrepôt des 18 000 canards... peut-être des raisons éthiques sur le fait de... Ah oui, complètement. La maltraitance animale, puis la maltraitance des employés. Parce que on sait très bien, bien que Monsieur Le Foll ait dit que ça faisait des volailles pour les plus pauvres, parce que ça, je veux le redire, les plus pauvres n'ont pas forcément... ça veut dire quoi ces personnes-là, on leur donne de la nourriture mauvaise, quoi, parce que faut pas se leurrer. On sait très bien que les volailles qui sont... Vous voyez une forme de mépris dans les propos de Stéphane Le Foll ? Écoutez, je le trouve assez méprisant en général, donc vis-à-vis de la population. Oui, je trouve vis-à-vis d'un politique avec l'expérience qu'il a, je ne peux pas penser que ce soit une mauvaise parole. Selon vous, il pense, quoi. Oui, c'est pas juste une parole qui lui échappe. Il pense pas du tout que toutes les personnes doivent avoir le droit de manger de la viande de qualité. On peut en manger moins, mais qu'elle soit de qualité. C'est ce que nous, on prône à la France Insoumise. Voilà, puis donc on pense aux salariés, parce qu'on sait que pour produire, c'est la chaîne. Et les salariés ont toujours des emplois plus précaires, moins bien payés. Donc c'est de la maltraitance aussi de l'humain. Vous avez parlé vous-même de transition écologique. Un projet d'installation de 5 éoliennes à Auvers sous Montfaucon, à proximité de l'Oué, a été validé par le préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry, le 23 avril dernier. Malgré l'avis défavorable du commissaire enquêteur de l'enquête publique. On sait que LFI plaide pour une sortie du nucléaire en favorisant les énergies renouvelables. Donc d'après vous, là, l'État va dans le bon sens ? Alors, nous sommes pour, en effet, un mix énergétique en attendant de pouvoir sortir du nucléaire. C'est pas tout de suite. On sait très bien que ça va pas se faire comme ça. Donc il faut... vraiment avoir ce mix énergétique et avoir de plus en plus d'énergie renouvelable. On a pris tellement de retard dans notre pays parce que les gouvernements successifs n'ont rien voulu faire que maintenant on met les bouchées doubles. On prend pas le temps de consulter donc les populations. Donc tout se fait très très vite et après on s'étonne d'avoir des collectifs qui sont contre. Alors maintenant, il faut voir, il faut toujours, quand on mène un projet comme ça, que les solutions elles soient réfléchies et aussi en lien avec le territoire. Il faut regarder si on n'est pas dans une zone trop boisée. Il faut prendre
tous les paramètres écologiques en compte. Il faut regarder l'éloignement des maisons, bien sûr. Bon, ça, je sais que c'est fait, mais de tout le vivant. Et puis, il faut prendre le temps d'écouter les gens et de savoir pourquoi ils sont contre. Parce que il peut y avoir de très bons arguments, et il y a aussi des arguments qui sont c'est pas visuel, ça fait pas beau. Bon, je rappelle qu'une autoroute ou un immeuble de 10 étages ou tout simplement des lignes de 220 000 volts ou de 20 000 volts, c'est pas beau dans le paysage non plus. Maintenant, quant à la beauté des éoliennes, je pense que là-dessus, par exemple, c'est pas le sujet. Je veux dire, il faut voir l'urgence climatique. Ça, c'est vraiment une urgence. Je pense que la beauté des choses, et c'est pas si moche une éolienne. Bon, par contre, en effet, il faut regarder à ce que ça ne détruise pas les terres, que ça ne détruise pas des forêts. Donc d'après vous, l'État peut passer outre l'avis défavorable du commissaire enquêteur ? Dans la mesure où moi je pense que non, je pense qu'il faut écouter, je pense qu'il faut écouter toutes ces associations là qui luttent contre et prendre le temps de tout décortiquer. Il faut prendre le temps de voir. Il y a des choses pour lesquelles en effet on fait pas ça n'importe où. Il y a sur la Sarthe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones boisées. Il y a des endroits comme dans la zone de Conly où là c'est beaucoup plus facile. Donc peut-être que là, mais encore une fois, on n'arrive pas avec un projet complètement ficelé et puis on dit à la population, on va vous présenter le projet, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Non, c'est pas ça. Si les gens peuvent dire ce qu'ils en pensent, et ben après il faut qu'il y ait un débat. Et nous, c'est ce que nous demandons. C'est pas n'importe comment les énergies renouvelables. C'est avec la population et en prenant compte du territoire. Dernière question, 24 heures du Mans ce week-end. Vous êtes pour ou vous êtes contre en tant que Sartoise ? Peut-être que vous êtes pour, mais c'est quand même un projet qui pollue. Alors c'est pas si binaire que ça. Je comprends. Alors c'est vrai que ça fait partie de notre histoire. Moi, j'y suis allée beaucoup quand j'étais jeune et tout. Maintenant, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Le sport automobile, c'est magnifique. Ça permet aussi de tester des choses. Beaucoup d'avancées viennent des 24 heures du Mans. Il y a des avancées technologiques. Maintenant, on est dans cette urgence climatique. On sait qu'on risque de prendre 4 degrés d'ici maintenant c'est le rapport du GIEC, d'ici la fin du siècle. Moi j'ai 56 ans, je vais vivre encore un petit peu. Moi je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, à tous les bébés qui naissent actuellement. Qu'est-ce qu'on leur laisse, quoi ? Et comment on va faire pour qu'ils aient une vie qui soit tenable ? Parce que, mesdames, messieurs qui m'écoutez, écoutez bien, je veux dire, cette vie sur Terre, elle va être intenable. Vous avez vu les derniers étés et comment ça s'est passé. La sécheresse actuelle. C'est affreux. On a des sécheresses là depuis cet hiver déjà. Donc ça, il faut y penser. Mais en tant que tel, je pense qu'en effet, la course pollue. Mais ce qui pollue le plus, ce sont ces milliers et ces milliers de personnes. Qui viennent. Mais ils viennent parce qu'il y a la course, en fait. Tout à fait. C'est plus la même fête si on fait ça entre Mais je veux dire, c'est la totalité qui provoque la pollution. Donc. D'ailleurs, le fait que ça soit sur 2 jours, ça pollue moins que certains événements comme le Tour de France. Oui, enfin, le Tour de France. La caravane, je parle. Oui. Oui, effectivement. En même temps, les vélos, eux ne polluent pas. Mais je parlais de la caravane, le fait que ça dure pendant 1 mois, si on fait un bilan carbone total. Oui, alors je connais pas le bilan carbone par rapport à ça. Par contre, je pense que il y aurait certainement des choses à faire, à savoir développer les transports en commun, mais le faire sciemment et en disant il y a une réduction de prix, par exemple, pour les gens qui viennent avec les bus. Faire des choses de ce genre, peut-être pour ne pas interdire totalement, calculer aussi. Vraiment faire des études, un audit sur toutes ces courses, les courses de Formule 1,
mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, en même temps, si on limite ça et si on limite ce genre de course, il faut aussi qu'on limite tous les jets privés, il faut qu'on limite tous les transports en avion qui n'ont pas lieu d'être. Et là, j'invite les membres du gouvernement à se regarder dans la glace et à montrer l'exemple, oui. On finira justement donc sur les 24 heures. Merci Nathalie Archin-Hautebourg, donc vous êtes une des porte-paroles de la France Insoumise en Sarthe. Moi qui vous remercie.